Le cercle RH, notre débat quotidien, le débat d'actu évidemment tourné autour des questions RH et emploi, cela va sans dire. Avec mes invités, je vous les présente. Marine Balançard, bonjour. Bonjour. Directrice générale du cabinet de formation et de conseil Aris et Hall. À ma gauche, Stewart Cho. Bonjour Stewart. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. La fracture, on en a beaucoup parlé et je continue d'ailleurs régulièrement à en parler dans nos émissions. On voit la couverture avec Frédéric Dabi aux éditions Les Arènes, si je ne m'abuse, absolument, sur la jeunesse. Et puis avec nous, Thomas Chauder, merci d'être avec nous, professeur de philosophie. Alors, vous avez pu vous libérer parce que c'est les vacances. Exactement. Mais sinon, vous êtes en cours. Et oui, normalement. Et oui. Professeur de philosophie, écrivain, conférencier. On commence par le chiffre du chômage. Tiens, les chiffres sont bons. Regardez ce chiffre du chômage, une baisse de 5,5 du jamais vu, et ça correspond à environ un peu plus de 200 000 demandeurs d'emploi en moins en catégorie A, parce que quand on prend les chiffres de la DARES et qu'on cumule A, B, C, D, le chiffre est un peu plus faible, mais le chômage baisse. D'abord, une réaction, vous allez me dire, c'est une excellente nouvelle. C'est presque un miracle. Personne s'y attendait. C'est en tout cas une excellente nouvelle. Si ce n'est pas un miracle, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'économie, donc, repart. On n'est pas dans de la prophétie électorale. Non, il y a un rattrapage de l'activité après la période de Covid, oui, c'est certain. Et voilà, ça concerne les catégories A. Et c'est rare que le chômage baisse aussi vite. Généralement, il y a une certaine rigidité à la baisse. Voilà. Bonne nouvelle, prophétie électorale, rattrapage économique parce qu'on a connu un creux économique très fort. Comment vous regardez cette situation? Parce que les Français, rappelez-vous, François Hollande avait eu ce sparadrap collé au doigt toute sa campagne jusque pendant son quinquennat sur « je vais faire baisser le chiffre du chômage », ça n'a pas marché, ça lui a coûté très cher. Là, il baisse le chômage. Oui, alors il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a un alignement, pour le coup, des opinions entre ce que pensent les Français et ce qui se retrouve dans les chiffres, puisque les Français, rappelez-vous, en septembre, début octobre, autant les cadres que le grand public avaient tablé sur une diminution du chômage dans les mois et les semaines qui allaient venir. C'est chose faite. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a trois indicateurs sous ce chiffre-là. Le premier indicateur, c'est effectivement la création d'emplois, qui bondit un peu plus de 2,4 millions d'embauches. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très positif. Par contre, moi, je verrais quand même deux signaux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le premier, c'est sur la précarisation, quand même, de l'emploi, puisqu'effectivement, on parle de catégorie A. Mais si on prend les emplois un peu plus précaires, il y a une augmentation de 4%, il me semble. Ça me fait penser un peu à l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est le taux de chômage à 5,5. Par contre, c'est 20% des travailleurs qui sont dans des situations précaires. Donc ça, c'est un premier Contrat risque. plus court, précarisation. Absolument, une précarisation qu'il faut voir aussi sous ces chiffres-là. Et puis le deuxième élément, c'est sur la jeunesse, puisqu'effectivement, les moins de 25, on a un taux de chômage à peu près à 20%. 20%, ça reste quand même très élevé. Je sais que le gouvernement va faire des propositions en ce sens, mais voilà. Moi, c'est en tout cas deux signaux faibles que je... Oui, d'ailleurs, qui donnent des indications sur la façon dont le marché du travail est en train de s'organiser. C'est-à-dire, on ne prend pas de risques, on fait des contrats courts, et il y a une précarisation pour certains secteurs. Je n'ai pas présenté votre livre, mais votre livre va me permettre de faire ma transition et sur le sujet du chômage, parce que Thomas Chauder, vous sortez un livre qui s'appelle « La société de consommation pour une politique de loisiveté ». C'est une bonne nouvelle ou pas que le chômage baisse? Vous qui prônez une politique de loisiveté. Alors d'abord, les chômeurs sont tous sauf des oisifs. Être au chômage, ça prend énormément de temps, c'est énormément de soucis, c'est énormément de précarité. La politique de loisiveté, c'est pas une politique où tout le monde est au chômage. Je voudrais juste aussi rappeler deux petites choses avant de parler de ça. C'est que ici, les bons chiffres du chômage, bons chiffres qu'il faut relativiser comme Stewart l'a dit, sont également liés à une politique qui a été fortement critiquée, la politique de l'aide, des aides d'État. On a rompu avec une logique libérale qui consistait à dire il ne faut pas que l'État s'en mêle, etc. La patatras, si je peux me permettre. Les aides de l'État, le plan de soutien, le plan de relance, on voit très bien le retour à la social-démocratie, les effets qu'il a produits en l'occurrence. Donc excusez-moi, vous y voyez plutôt une bonne nouvelle, cette idée finalement d'une politique qui ne soit plus libérale, mais très social-démocrate, où l'État intervient quand il le faut, puis se retire quand l'économie repart. Parce que c'est de ça dont il est question là. C'est-à-dire que, étant donné, on parlait des jeunes, la situation à laquelle nous avons assisté, notamment chez les plus jeunes, notamment chez les étudiants, c'est que dans la situation de la pandémie, on s'est retrouvé avec une très très grande précarité, avec des jeunes qui n'avaient plus de quoi se chauffer, ils sont là les précaires, nourrir, et on était dans une situation de quasiment et qui galèrent toujours, et qui galèrent toujours, et ça c'est véritablement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Marine Balançard, pour cette question du chômage, justement
au-delà de l'effet d'annonce, d'abord, on est rentré en campagne présidentielle. Quand les chiffres sont bons, c'est vrai que c'est utile pour un gouvernement, ça justifie sa politique, ça veut dire que l'économie repart. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire se sont largement exprimés depuis hier. Sur la précarité, sur l'évolution de ce marché du travail, parce qu'il y a la campagne présidentielle, puis ensuite, il y a ce que le marché du travail va essayer de faire. On voit quand même que les dirigeants, là, ils travaillent un peu à vue. On nous annonce peut-être une nouvelle pandémie, on hésite. Il y a beaucoup d'incertitudes quand même là. En fait, ceux qui retrouvent du travail, les chômeurs qui retrouvent du travail précaire, donc en CDD ou à temps partiel. Et il y a autre chose, il y a un autre point important, c'est qu'il y a toujours il y a une masse de personnes qui ne travaillent pas et il y a une masse d'emplois qui ne sont pas pourvus. Stock de salariés qui cherchent un job et des jobs pas pourvus. Et les deux ne matchent pas pour des raisons de formation, de zone géographique, d'intérêt pour l'emploi. D'intérêt, et de niveau de salaire, tiens, pour lancer un débat de salaire, d'aide sociale. Et donc ça, c'est pas résolu du tout. Et c'est quand même un problème parce que ça risque de générer des tensions sur les salaires, des hausses de salaire. Et je ne sais pas si c'est très bon pour le... Si je peux juste me permettre, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui est en passe d'être réglé, c'est la question d'un chômage conjoncturel lié à la crise. Mais là, on se retrouve sur des chiffres d'un chômage structurel. Celui qu'on traîne depuis des décennies. Exactement. Donc là, on a vu que les sparadraps qui ont été mis en place ont permis de faire en sorte que le bateau ne coule pas. Mais par contre, on est revenu, si je puis dire, à la case départ. Mais Stewart Chaud, un mot, parce qu'on va parler ensuite de la proposition de loi de Marie-Pierre Drinxin qui a été votée au Sénat sur l'accès des femmes aux postes de dirigeants et des COMEX qui n'existaient pas auparavant. Et donc ça, c'est une petite avancée sociétale et dans la notion d'égalité. Mais un mot quand même sur ce que évoque Thomas Schoeder. Les Français se situent comment là quand vous les sondez sur la manière dont le gouvernement gère cette crise et gère cette relance, parce que on est dans une campagne, on voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de gens qui souffrent, qui se plaignent, qui disent mais je n'ai pas l'emploi que je souhaite, et puis en même temps on a une économie qui est plutôt florissante avec des chiffres qui sont positifs, comme s'il y avait un effet comme ça un effet ciseau, un effet de croisement. Non, mais il y a une ambivalence et ce que vous disiez est très juste, c'est que je pense que les Français sont à la fois conscients qu'on a soigné un symptôme qui est évident, mais qui a une maladie derrière à laquelle il va falloir s'attaquer. Je pense que la revalorisation des salaires est évidemment des chantiers qui va prendre des mois, voire des années finalement à aborder. On n'en parlait pas depuis longtemps des salaires. On n'en parlait pas depuis longtemps et d'ailleurs on se demande est-ce que finalement le travail, est-ce que la lutte en tout cas sur les questions de travail, c'est plus aujourd'hui la réduction du chômage que la revalorisation aujourd'hui de la manière dont on paye le travail. Ça c'est un enjeu qui est, je pense, politiquement et socialement extrêmement important. Un mot d'ailleurs dans des secteurs, je le redis, aide à la personne, des métiers pénibles, où les salaires sont à la fois pénibles et mal payés. Oui. Donc c'est quand même un sujet, et c'est là où il y a des stocks, des pénuries d'emploi. Pour autant, pendant la crise, ça a été des premières lignes. Absolument, et on a valorisé. Et puis là, on se rend compte que finalement, cette reconnaissance, en tout cas médiatique et d'opinion, ne suffit pas aujourd'hui. Un mot, Thomas Schoeder. Il y a la question du salaire qui est extrêmement importante, et il y a la question du sens du travail. Et comment est-ce que la société considère c'est ce qu'on a appelé les premiers de corvée pendant un moment, pendant la crise. Et tous ces métiers qui sont absolument nécessaires, qu'on ne peut pas remplacer par des machines, qu'on ne peut pas remplacer par l'automatisation, et qui sont aujourd'hui mal payés, mal reconnus, mal vus. Comment est-ce qu'on fait en sorte de redonner du sens et de la valeur à ces métiers-là ? Premier de corvée, pour ne pas reprendre les mots de premier de cordée, qui avait été évidemment développé dans un punchline par Emmanuel Macron. Vous vous rappelez ? Absolument. Ces premiers de cordée qui devaient ensuite, dont la richesse devait ruisseler en fait sur le reste des salariés. Un mot, on part sur une notion de précarité, c'est-à-dire un marché qui repart, une économie qui repart, mais une fragmentation en quelque sorte du marché du travail. Oui, mais en fait, il y a quand même un énorme problème qui va se présenter. Là, c'est la question du pouvoir d'achat. Il est là. Mais voilà, on sent que ça peut à tout moment revenir sur le devant de la scène. C'est inflammable et je ne vois pas de solution effectivement à court terme. Pas les gilets jaunes, Marine Balançard. Il y a les syndicats cette fois-ci qui vont s'emparer du sujet. Il ne faut pas oublier qu'on est entré dans une crise sanitaire juste après un climat social extrêmement tendu. Absolument. Très violent. Très violent. D'ailleurs, quand on pose la question des Français sur l'appréhension de l'avenir, on a ce que nous on a appelé un peu la France bifide, c'est cette langue de serpent qui se divise en deux, entre à la fois un bloc optimiste qui profite de cette relance. Pour qui ça va ?
et un bloc qui reste quand même très incertain et inquiet de l'avenir. Et dans la crise, en fait, certains bénéficient d'un nouvel acquis social, qui est le télétravail, qui est plus confortable. C'est tout à fait exact. Et qui n'ont même pas lutté pour l'avoir. Ça a été donné, et puis là, c'est en train d'être pérennisé avec tous les accords qui sont signés. On vous sent un peu fébrile sur le télétravail, Marine Balançard. On vous sent un peu, non? Ça dépend des branches. J'ai aussi des échos, j'ai aussi eu pas mal d'échos de gens dans différentes branches, différentes entreprises, où dès qu'il n'était plus nécessaire de pratiquer le télétravail, il y a eu un retour en arrière énorme pour que le manager puisse surveiller l'équipe, pour que le patron sache ce que font ses équipes, etc. Voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, c'est un acquis. Avec des accords qui ont été signés, effectivement, et qui permettent de le pérenniser. Tournons cette page du chômage avec tous les débats qui en sont induits, parce que ces chiffres du chômage qui sont bons n'impliquent pas, en tout cas pour peut-être se résumer, des tensions sociales dans les mois à venir, dans une campagne présidentielle par ailleurs. C'est évidemment, on va continuer de suivre d'assez près à ce sujet. Autre texte, vous vous souvenez de la loi Zimmermann, c'était en 2009, votée en 2011. Ça fait 10 ans que cette loi a été votée, la loi Copé-Zimmermann. C'était les conseils d'administration, 40% de femmes dans les conseils d'administration. On est à 46%, Marine Balançard. Et puis là, il y a une députée LREM qui a fait voter à l'Assemblée, puis au Sénat, un texte assez intéressant sur le fait qu'il ne fallait pas se contenter des conseils d'administration, mais cette fois-ci des postes de dirigeantes et de COMEX. Marine Balançard, là vous applaudissez mais on va revenir au bémol. Le Sénat quand même valide uniquement pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Non, mais vous allez un petit peu vite, là. Déjà, c'est toujours un peu désagréable de faire partie du quota. Vous n'aimez pas ce mot? Parce que nous, on l'a mis en titre, ce mot, des quotas. Pour vous, c'est une avancée. Pour moi, c'est un peu désagréable. Alors, je ne vais pas me faire que des amis IES, mais c'est... Pourquoi? Parce que effectivement, les femmes, l'idée c'est que les femmes participent à la prise de décision dans les entreprises. Ouais, elles ne le font pas suffisamment. Elles ne le font pas suffisamment et elles pensent que sur la base de leurs compétences et de leur professionnalisme, elles pourraient y arriver. Et là, vous vous dites, nous, on est obligé d'avoir des quotas pour pouvoir accéder à ces postes. Et on n'y arrive pas et on est obligé d'avoir des quotas. Mais il me semble que cette situation n'est qu'une résultante de l'organisation de la vie familiale, sociétale et de la place des femmes. Ça n'est qu'un résultat. C'est pas il n'y a pas de volonté d'empêcher les femmes d'arriver au sommet. Si elles ne sont pas arrivées à atteindre des postes à responsabilité sans quota, c'est parce qu'en amont, elles ont la charge mentale, la vie de famille, on est d'accord. Et que ces évolutions sociétales prennent beaucoup de temps et qu'on ne va pas résoudre. Donc, il y a tout un travail. Voilà, il y a tout un travail à faire en amont sur les préjugés, la répartition des tâches, etc. Et l'autre chose qui est quand même différente, parce qu'on dit que Copé-Zimmermann, ça a très bien marché, sauf qu'un poste d'administrateur, on change tous les 3 ans. Un COMEX, un CODIR ou un poste de direction, c'est beaucoup plus difficile de faire partir les gens. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, c'est un pas supplémentaire. Et la troisième chose qui me gêne, c'est la contrainte financière, c'est-à-dire l'amende, si les quotas ne sont pas respectés. Alors là, ça fait quand même beaucoup pour... Donc, pour vous, c'est une nouvelle charge pour l'entreprise qui, pour le coup, ne jouerait pas le jeu ou aurait des difficultés. Elle devrait payer. Enfin, après tout, il faut bien comprendre. Oui, mais est-ce qu'on a demandé aux femmes ce qu'elles voulaient, en fait? Qu'est-ce qui nous interroge? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce type de pouvoir qu'on veut? On pense à votre place, parce que là, il y a quand même quelque chose d'un peu d'humiliant dans ce que vous décrivez. Vous dites, après tout, c'est un peu humiliant de nous imposer cela par des quotas. Oui, mais c'est ça. Oui. Vous en pensez quoi, Stewart Chaud? Qu'est-ce qu'en disent les Français? Parce qu'on a plein d'études sur ces sujets, on en a traité sur ce plateau. C'est vrai que certains disent, on n'a pas le choix, il faut passer par les quotas. Oui, il y a une forme de résignation qui se fait dans l'opinion. Alors, il y a quand même... Pour revenir un peu sur ces éléments de contexte, il y a aujourd'hui 57 à peu près % des Français âgés de 16 ans et plus qui considèrent que l'égalité femmes-hommes en entreprise est un enjeu essentiel sur lequel il faut agir. 64% des femmes. Donc déjà, il y a un clivage genré sur ce constat-là. Deuxième constat, vous avez 74% des Français qui considèrent que les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes sont une réalité en entreprise. Donc on est sur un constat qui est partagé par l'ensemble de la population active. Et vous avez, puisqu'on a interrogé aussi, des confrères ont interrogé des femmes salariées qui estiment, pour 2/3 d'entre elles, avoir dû renoncer parfois dans leur vie professionnelle à des augmentations, à des promotions de carrière en raison de leur genre. Donc on est effectivement sur des réalités, alors on est sur du déclaratif évidemment, mais on est sur des réalités qui sont assez palpables. Il y a 2 freins qui sont
je dirais, évoqués assez spontanément, c'est effectivement alors, le congé maternité qui à un moment donné s'impose, puisque ce qui est intéressant, c'est qui bloque une carrière, puisqu'on remarque aussi que dans les triparages, c'est souvent entre 30 et 49 ans qu'on a une surreprésentation de femmes qui déclarent avoir été contraintes, en tout cas, de subir un frein dans leur carrière. Donc le congé maternité et la présence d'enfants en bas âge dans la famille qui bloquent effectivement ces opportunités de carrière. Mais Marine Balançard évoque l'idée qu'il faut aller encore plus loin en amont sur l'organisation de la vie, de la parentalité et de la façon dont les hommes et les femmes organisent leur vie quotidienne perso. Mais de toute façon, à partir de 3 enfants, le taux d'occupation des femmes tombe proche de 50%. C'est-à-dire avec un enfant, 75% des femmes travaillent. Avec 3 enfants, on n'est plus qu'à 50%. Donc il y a... C'est compliqué. Vous pensez quoi sur cette question des quotas, puisque c'est un mot très sensible, le mot quota, qui arrive des États-Unis, et c'est un peu humiliant après tout de dire j'ai été placé là parce que j'étais dans les quotas. Enfin, je pense qu'on est d'accord que le quota n'est jamais une bonne solution. C'est toujours finalement l'aveu d'un échec quelque part. Mais se pose néanmoins la question de que peut le politique ? Parce qu'il y a des évolutions sociétales qui sont en cours et effectivement les mentalités commencent à évoluer sur toutes ces questions-là. Je le vois très bien avec mes élèves notamment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour accélérer cette transformation, sachant que ça produit également un cercle vertueux. Le fait qu'on voit plus de femmes à des postes de responsabilité crée aussi un effet d'entraînement. Par contre, je pense que se limiter à la question des quotas serait une grave erreur et qu'il y a un investissement massif à produire au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau des associations, que ça se diffuse à travers la culture et à travers la société pour qu'on n'ait plus besoin à un moment d'avoir recours à ce genre de... Ça prendra du temps, si je peux me permettre. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut investir massivement. Le processus. C'est pour ça qu'il faut investir massivement dans ces questions-là et pas du tout les mégoter là-dessus. Un dernier mot, ça ne concerne, je le redis, effectivement l'amende 1% de la masse salariale si l'entreprise ne joue pas le jeu. Il y a des délais, il faut préciser que ce n'est pas dans 6 mois. C'est 2027, 2030. Il y a quand même quelques délais pour s'organiser, mais ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés, quand on sait qu'une grande partie du stock d'entreprises, c'est des entreprises de moins de 1000 salariés. Donc ça ne concerne pour l'instant pas tout. Et si j'ai bien lu, les SAS, donc le statut de SAS n'est pas concerné. Donc c'est malgré tout très restrictif, mais c'est une avancée. On tourne la page, les indépendants. Oui. C'est une avancée. Vous avez commencé à dire non, oui. Est-ce que vous considérez que malgré tout, dans le contexte qu'évoque Thomas Schoeller, les politiques font ce qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont sur la table ? Non, c'est une grande cause du quinquennat Macron. Voilà. Et donc pas une avancée. Mais moi, je ne sais pas d'où sortent ces 30 et 40%. C'est quand même assez perturbant de dire les femmes, c'est 40% dans le top 10% des postes à direction. Je ne sais pas d'où ça sort. C'est le même chiffre qui avait été situé pour les conseils d'administration dans la loi Copé-Zimmermann. Ça partait du même ressort. Et vous dites pourquoi on n'arrivera pas à trouver ces femmes ? Je ne sais pas si les femmes qui participent à la prise de décision dans les entreprises ont envie d'être à ces postes-là. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de participer à la prise de décision en entreprise, d'influencer, sans être dans ces postes ultra exposés ? Vous qui vous intéressez d'ailleurs à la prise de décision. Absolument, oui. Dernier élément, ce sont les indépendants. Alors là, nous sommes déjà un peu plus dans le volet électoral, puisque le président de la République avait indiqué qu'il parlerait fort pour se tourner vers les indépendants. Vous vous souvenez, au début du quinquennat Macron, il y avait l'idée que les indépendants allaient pouvoir bénéficier du chômage. Puis quand on a examiné d'un peu plus près le sujet, on s'est aperçu au fait qu'une infime minorité d'indépendants pouvaient en bénéficier, tous les 5 ans, avec des conditions. Là, nouvelles annonces du président et d'Alain Griset, texte voté au Sénat. Le premier élément, c'est la séparation des patrimoines, perso et professionnel. Avant, il n'y avait que la maison principale. Là, l'ensemble du patrimoine est protégé. Qu'est-ce que ça dit de notre société pour prendre un tout petit peu de hauteur sur ce statut des indépendants ? Puisqu'on évoquait les salariés, la précarisation, et on voit que dans les chiffres, il y a de plus en plus de salariés qui disent « ras-le-bol, je veux devenir indépendant ». Oui, je pense que c'est... le monde bouge quand même. Bien sûr. Et Thomas Schoeller n'est pas d'accord, mais il va pouvoir réagir. Non, mais effectivement, je pense que ça va dans une tendance de société qui va vers un modèle un peu hybride du travail, où on est capable à la fois d'assumer un CDI, puis être auto-entrepreneur, indépendant. Un peu à l'américaine, si je peux me permettre. Un peu à l'américaine, avec une forme de flexibilité un peu accrue. Alors, chacun jugera si c'est un bon modèle ou pas. Ce qui est intéressant, moi je le vois plus, effectivement, comme vous le disiez Arnaud, dans une tendance un peu politique, c'est-à-dire que
Emmanuel Macron, il réhabilite son costume de président en libérant les créativités et la Un peu création. Startup Nation aussi, c'est un Startup peu ça. Nation, je pense que ça a été un président aussi, un président des crises, donc qui a été mis sous silence par les crises sociales et sanitaires que l'on a connues. Donc il y a une forme de cohérence aujourd'hui à libérer la créativité et en même temps à protéger, puisqu'effectivement c'est comme ça aussi qu'ils font le service après-vente de cette loi. C'est à la fois permettre les travailleurs indépendants, c'est quand même plus de 3 millions en France, de libérer leur énergie et de vraiment s'investir, et en même temps de les protéger avec un alignement des droits, notamment avec recours. C'est tout le problème du modèle social et des droits associés aux salariés que les indépendants n'ont pas, parce que certains galèrent assez fortement, se retrouvent propulsés dans le RSI, enfin ce qu'on appelait le RSI il y a quelques années, et en fait c'était une cacophonie. Vous en pensez quoi? Vous n'étiez pas d'accord, non? On n'est pas dans l'ère de l'indépendant, de cette nouvelle génération qui dit je veux créer ma petite boîte, je veux être libre. Je pense que ça... Je ne dis pas que ça n'existe pas, ce serait complètement fou de ma part de le prétendre. Je pense que ça ne relève pas que de la volonté des individus. C'est aussi un modèle idéologique et un modèle politique qui est imposé avec... qu'on nous vend comme le modèle idéal. Qu'on nous vend comme le modèle idéal, mais aussi qu'on met en pratique en détruisant dans un certain nombre de cas tout ce qui crée le lien qui permettait de créer un collectif de travail, et en éclatant les travailleurs, en grippant les rouages de l'entreprise, on fait aussi en sorte de rendre le modèle de l'indépendant désirable, en disant mais vous voyez bien que l'entreprise à la papa ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas aussi parce qu'on a tout fait pour qu'elle dysfonctionne. Donc je pense que là-dessus il faut un tout petit peu relativiser. Donc vous êtes le garant de l'idée, pour garder finalement le ciment d'une entreprise et son dynamisme, de CDI, de gens engagés en CDI, puisque c'est de ça dont il est question. L'indépendance s'oppose très souvent à l'idée d'un CDI long dans la même entreprise. On nous dit c'est fini, ça n'existe plus. Vous aurez 4 métiers dans votre carrière. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Mais je pense que le problème ici n'est pas là. De mon point de vue, le problème il est de qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire. C'est pas dans quelles conditions on leur demande de le faire, mais surtout en quoi consiste le travail. Et de plus en plus de gens, c'est tout l'objet de mon livre, se demandent mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, à quoi je sers, Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de mon métier? Je pense que CDI, pas CDI, etc., ça, c'est la partie, disons, administrative de l'affaire. La vraie question, c'est quel est le sens de notre agir, le sens de notre action. Et presque le sens de notre vie, pour prendre encore plus de hauteur. Mais c'est ça, c'est le débat qui est posé. Vous en pensez quoi de cette espèce d'aspiration à l'indépendance? Les chiffres, quand même, sont parlants. Il y a de plus en plus, à la fois de jeunes étudiants qui créent leur entreprise, ou on les incite à le faire, mais les chiffres sont là. Il y a le débat du modèle et de l'accès au chômage. Vous avez vu que dans le nouvel élément de ce texte, c'est tous les 5 ans, vous pourrez bénéficier des droits au chômage. Donc finalement, l'indépendant bénéficiera des mêmes droits qu'un salarié qui a cotisé, en l'occurrence. Oui, il y a ça, et puis il y a la protection du patrimoine personnel, parce que souvent les indépendants se rendent compte beaucoup trop tard qu'ils sont responsables sur l'ensemble de leur patrimoine. Alors, donc ça va peut-être dans le bon sens pour encourager effectivement l'indépendance, et puis simplifier le nombre de statuts d'entreprise qu'on peut choisir, parce que c'est un cauchemar pour des créateurs d'entreprises. Vous voulez dire URL, SAS, voilà, SARL, auto-entrepreneur, enfin c'est un cauchemar. Donc simplifier, c'est très bien, protéger, c'est très bien. Mais sur le modèle philosophique, ça rentre dans l'air du temps. Maintenant, on parle beaucoup plus des slashers, des gens qui font plusieurs choses à la fois dans différents domaines. Donc effectivement, il y a des salariés qui sont par ailleurs indépendants et qui peuvent mener les deux, ou des salariés qui deviennent indépendants, parce que la moyenne d'âge est assez âgée. Ce ne sont pas que des jeunes du Thomas tout. Schroeder levait l'idée que tout ça n'était pas un choix voulu, mais que la société, que finalement même la question du rapport au pouvoir d'achat et au reste à vivre obligeait un certain nombre de personnes à devoir gérer entre de l'indépendant, du salariat, de la précarité. Est-ce qu'on est un peu dans ça? C'est une certaine forme de liberté, effectivement, de pouvoir se réaliser en devenant indépendant. Oui, donc aussi. tout n'est pas négatif aussi dans ce statut, ça m'amène une certaine liberté. Oui, c'est quand même des opportunités. Je connais beaucoup de gens qui sont salariés et qui ont une entreprise à côté, qui multiplient les activités. C'est un peu justement dans cette quête de sens, ça peut peut-être aider des personnes à trouver du sens. On remet du sens de l'autre côté. L'ensemble fait sens, oui. Il y a une DRH qui me disait quelque chose de très, très, très juste, et je trouvais assez marquante. Est-ce que finalement les salariés ne veulent pas être auto-entrepreneurs en entreprise?
Et je trouve que c'est un diagnostic qui peut être pertinent, puisque effectivement, il y a une dimension de volonté de s'exprimer en interne de l'entreprise, d'avoir du sens dans les missions. Et donc ça effectivement change aussi... Sans rapport de subordination. Sans l'espèce de tension de se dire, si je le dis, j'ai un problème avec mon manager. On est libre. Et en même temps, une forme de rapport au travail qui est d'abord un rapport aux autres qui est très fort pour les Français. On a réalisé une étude auprès des salariés et des actifs français qui montre que le travail sans les autres, ça n'a pas de sens. Donc il y a un rapport aussi aux autres qui est extrêmement important. Donc on est sur un modèle, effectivement, parfois un peu ambivalent et qu'on est en train de rechercher à tâtons. Un mot, je peux me permettre. Je ne suis pas tout à fait sûr que l'auto-entrepreneuriat, c'est la liberté. Ça, c'est une première chose. C'est peut-être une autre forme d'aliénation, mais voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est le philosophe qui parle, vous avez raison. Voilà, et la deuxième chose, c'est par rapport à la question de la réalisation de soi et du sens, je trouve que c'est vraiment très important et très intéressant, mais ça veut aussi dire qu'on est dans une société dans laquelle on estime que la réalisation et le sens ne passent que par le monde du travail. Or, moi, mon objectif, c'est aussi de pousser la réflexion vers la revalorisation du temps libre, c'est-à-dire du temps en dehors du temps de travail. Ouais, de l'à côté, de l'en dehors, et sur lequel on peut aussi trouver un épanouissement. Et où c'est très difficile aujourd'hui de trouver cet épanouissement-là parce que les possibilités de le trouver ont été très restreintes. Donc finalement, c'est cette espèce de révolution dans laquelle on est entré où vie personnelle, vie professionnelle, statut, tout ça s'imbrique et devient un peu compliqué. Nous, on a appelé la réconciliation des temps de vie. C'est-à-dire qu'on est passé entre de la conciliation qui crée des espaces-temps hermétiques à une sorte de réconciliation où cela suppose effectivement des exigences nouvelles, notamment face au travail, qui devrait être le levier pour pouvoir aussi s'exprimer. Merci à vous trois. Stewart Chaud, La Fracture, c'est votre dernier livre avec Frédéric Dabi sur la jeunesse auscultée, analysée à travers plusieurs études successives. Et ça, c'est la dernière version sur cette jeunesse. Justement, vous évoquez tous ces sujets, le rapport à l'État, le rapport à l'entreprise, de plus en plus intéressé et proche des entreprises, ces jeunes que vous décrivez dans le livre. Votre livre, La société du Consommation. La consommation, voilà. Votre livre, Thomas Schoeder, et puis Marine Balançard, un article peut-être en préparation. Non, moi j'ai aussi mon livre, Décider, ça se travaille. Décider, ça se travaille, mais voilà. On n'est pas bon décideur, on le devient. Exactement, mais bon journaliste aussi, il faut présenter tous les livres des invités, mais bien sûr, évidemment. Merci Marine Balançard d'avoir présenté vous-même votre livre, Autopromotion. Mais oui. Merci à Thomas Schoeder, merci à Stewart Chaud. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Oh, que le sujet d'actualité, alors on va le traiter d'une manière sociologique. Est-ce que c'est le moment de demander une augmentation de salaire ? Ça c'est un vrai sujet. Et Amélie Favre-Guittet va nous donner quelques petits tuyaux, parce qu'elle nous donne souvent des petits trucs pour oser le demander. C'est jamais simple, ces fenêtres sur l'emploi.